Nous sommes dans les années 1950, la F1 est un sport exclusivement d'hommes, une époque où le mot sécurité est plutôt encore un concept assez abstrait sur les circuits, et en parlant de ça, les circuits sont loin de ressembler à ceux qu'on a actuellement. Les casques sont en cuir et en métal, et chaque week-end, pratiquement, les pilotes signent un pacte avec la mort. On pourrait dire que j'exagère, et pourtant, on n'est pas si loin de la réalité. C'est un milieu où on a l'habitude d'entendre que c'est pour les hommes, presque un endroit privé select. Dans ce décor, dans les années 50, l'idée même qu'une femme puisse s'asseoir dans l'un de ces monstres de 400 chevaux, c'est inimaginable. Et pourtant, une femme l'a fait. Une femme a brisé ce tabou et a ouvert une porte que personne n'osait toucher. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux femmes et à la F1. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous raconter l'histoire de la toute première, celle qui a ouvert la voie dans ce milieu, celle qui a essuyé les horreurs avec un courage fou. Laissez-moi vous raconter le parcours de Maria Teresa de Filippis. Contrairement aux pilotes modernes, l'histoire de Maria ne commence pas sur les pistes de karting. Elle naît à Naples en 1926, dans une famille italienne plutôt bien aisée. Ça, que ça soit maintenant ou il y a 80 ans, ça reste toujours un critère plutôt essentiel. Son père est un comte, ça aide plutôt pour le côté finance. La jeune Maria Teresa, c'est une sportive accomplie. Elle l'est dans un premier temps dans le monde de l'équitation, une cavalière talentueuse, et puis par la suite une joueuse de tennis. Mais le sport automobile dans tout ça, pas trop pour elle. Mais tout va changer à l'âge de 22 ans. Pas à cause d'un rêve d'enfant, pas à cause d'une envie soudaine, mais à cause d'un simple pari. Una sfida. J'espère que je le dis bien. Un défi lancé par ses propres frères. Un jour, après s'être chamaillé une énième fois entre eux, ils la taquinent, ils lui disent qu'elle est incapable de conduire, mais surtout de conduire vite. Et même plus précisément de conduire une voiture rapide. Pour eux, c'est simple, une femme ne serait pas capable de prendre un risque si bête. Mais quelle erreur de leur part d'avoir pensé ça de leur sœur. Leur sœur Maria, piquée au vif, va décider de leur prouver le contraire. La même année, en 1948, elle décide de s'inscrire à sa toute première course, les 10 km de Salerno Cava des Tirreni, dans la catégorie voiture de tourisme, au volant d'une minuscule Fiat 500 Topolino. Et ce jour-là, un virus est né. Elle dira plus tard que c'est à ce moment-là qu'elle a attrapé la fameuse maladie de vitesse. Ce qui n'était qu'un simple défi pour clouer le bec à ses frères est devenu en un claquement de doigts une vraie passion. J'ai fait ma première course en 1948. À ma deuxième course, j'ai remporté la catégorie au volant d'une Fiat Topolino et j'ai couru contre le plus grand pilote italien de tous les temps. Et si je ne m'abuse, il disputait sa dernière course. Ce que je vous dis là, c'est ce que Maria pouvait rapporter dans un journal à ce moment. Elle décide à ce moment-là d'abandonner tous ses sports pour se consacrer à une seule chose, le pilotage. Dès l'année suivante, en 1949, elle s'engage pour courir sur le Circuito del Garda en F2 avec une Ferrari. Malheureusement, elle ne parviendra pas à se qualifier. Malgré le scepticisme des gens, elle ne s'arrête pas et viendra prouver sa valeur dans les années qui suivent, entre 1949 et 1953. Elle remporte un certain nombre de victoires avec la Fiat Giannini et triomphe dans plusieurs courses dans la catégorie 750. Elle passe ensuite sur des voitures plus importantes, notamment des Oscar, marque des frères Maserati, important pour la suite de l'histoire, et ainsi, elle continue de construire son histoire sur des épreuves mythiques comme les Mille-Miglia. Nous sommes en 1954, cela fait plus de 5 ans qu'elle pilote, et elle continue de réaliser de très belles performances pour son niveau, et pour quelqu'un qui a démarré il n'y a pas si longtemps. Elle s'améliore à chaque fois, se bat contre les meilleurs, et devient vice-championne de la catégorie 2L au championnat italien. Ce dernier résultat lui permet enfin d'attirer l'œil d'un constructeur, et d'obtenir une place chez Maserati pour 1955. Elle est désormais une pilote respectée et non plus la fille qui conduit. Elle pilotera à partir de ce moment une Maserati 2000 A6 GS. Elle disputera la Targa Florio où elle terminera 9e. En 1956, elle s'illustre de nouveau Grand Prix de Naples en terminant cette fois-ci 2e. Et elle participe aussi aux 1000 km de Buenos Aires en 56 et en 58. Et tout se passait bien jusqu'à cette année, 1958. 1958, le constructeur italien Maserati annonce officiellement son retrait du championnat du monde. Alors il ne reste qu'une chose à faire pour Maria si elle souhaite continuer. Oui, elle a bien fait ce que vous pensez. Elle achète et engage sa Maserati privée 250. Pour vous donner une idée, la Maserati, c'est la voiture avec laquelle Juan Manuel Fangio, un pilote argentin qui a été 5 fois champion du monde et qui a remporté son 5e et dernier titre l'année juste avant, 57. À ce moment-là, pour tout le monde, c'est la meilleure voiture et le meilleur constructeur du moment. Et elle, Maria,
elle va piloter cette même voiture pour le championnat du monde de Formule 1. Et oui, grâce à sa performance au Grand Prix de Syracuse, Grand Prix hors championnat, où elle va même s'y placer 5e, et ça reste à ce jour l'une des meilleures performances réalisées par une femme en F1, malgré que ça soit hors championnat. Sa première participation, c'est le Grand Prix de Monaco. Un circuit qui ramenait déjà beaucoup de monde et qui était déjà exigeant. Mais ça, pour Maria, c'est pas un souci. Elle connaît la voiture et elle a confiance. Malheureusement, à l'époque, c'était seulement les 16 meilleurs temps qui étaient qualifiés pour la course. Cela permettait de laisser la place pour tous les pilotes. Et Maria ne se positionnera qu'en fin de grille, ce qui ne va pas lui donner l'opportunité de prendre le départ. Et dès ce moment, sa Maserati est déjà qualifiée de dépassée par ses concurrents. Elle n'a peut-être pas roulé énormément sur ce Grand Prix, mais elle a marqué les esprits rien qu'avec sa présence. Ce n'est pas pour autant qu'elle va abandonner. La course suivante, c'est en Belgique, direction Spa. Partie 19e, elle finira la course à la très honorable 10e place. Elle devient à ce moment-là la première femme à prendre le départ et à réaliser un Grand Prix de Formule 1. Elle était déjà respectée, mais elle confirme une nouvelle fois son talent et sa place. Le grand Fangio lui-même la prend sous son aile, lui donne ses conseils, et il lui répétera souvent « Tu vas trop vite, tu prends trop de risques, ralentis un peu ». Mais pour Maria, c'était comme ça qu'on conduisait. Elle participera aussi au Grand Prix de Portugal. Partie 15e, un problème moteur viendra la stopper très rapidement. Puis Monza, partie 21e, elle se placera 5e avant de subir une nouvelle fois un problème moteur. Elle ratera à ce moment-là sa seule chance de marquer des points en F1. Elle participera en tout à 4 Grands Prix. Le seul qu'elle ne pourra pas faire et pas participer, c'est celui de France, où en fait elle se voit tout simplement refuser l'accès. Et vous vous demandez certainement pour quelle raison? Eh bien tout simplement, le directeur de course lui interdit purement et simplement de participer. Et selon le dire de Maria, il lui aurait dit « Le seul casque qu'une femme devrait porter est celui qu'on trouve chez le coiffeur ». En 1959, Maria Teresa tente de continuer. Elle s'associe avec son ami, le pilote français Jean Bérat, pour piloter cette fois-ci une Porsche. Malheureusement pour elle, elle échoue de nouveau à se qualifier à Monaco. Pour autant, ce ne sont pas ces moments-là qui vont mettre fin à sa carrière. C'est la réalité brutale de ce sport. Il faut le rappeler, à ce moment-là, même si c'est de manière plus crue, le sport auto, surtout dans ces années, c'est une vraie faucheuse. La sécurité n'est clairement pas au niveau. En 1958, son ami Luigi Musso va perdre la vie suite à un accident de course à Reims. Un accident qui va toucher les gens, mais encore plus Maria. Et puis le 1er août 1959, c'est à ce moment-là que le drame de trop se produira, où elle dira stop. Lors d'une course en Allemagne, sur le fameux circuit d'Avus, son ami et mentor Jean Bérat va sortir de piste avec sa Porsche n'ayant plus de grippe, et il ira percuter un poteau à l'extrémité. Pour Maria Teresa, c'est un choc insurmontable. La mort de Bérat a été la fin pour moi, trop d'amis avaient disparu. Le lendemain de l'accident, elle tourne le dos à la course. Elle est décidée, elle veut se consacrer à sa famille et s'éloigne des circuits pendant près de 20 ans. Elle choisit la vie. Il faudra attendre presque 17 ans plus tard avant de revoir une autre femme en F1. Maria Teresa, on pourra de nouveau l'apercevoir dans le sport auto, pas en tant que pilote, mais en tant que témoin et héroïne de l'époque. Elle rejoint le club international des anciens pilotes de F1, où elle deviendra même vice-présidente en 97. Par la suite, on la verra dans d'autres clubs, elle deviendra l'image de Maserati, mais ses apparitions seront très rares. Nella mia vita sono stata stimolata da molte persone, ma soltanto da un tipo di automobile. Una volta Fangio mi disse che guidavo a una velocità troppo alta e quindi correndo troppi rischi. Ma a quei tempi e in quell'autovettura mi sentivo assolutamente impavida. Per me la sensazione provata guidando una Maserati è stata una delle fonti più costanti di piacere nella mia vita e non ho dubbi che lo sarà anche per te. Sono veramente felice di aver passato la miglior parte della mia vita in gara e alla guida di quelle che per me sono le migliori vetture mai create. Ora ho 88 anni e sono abbastanza vecchia per ammettere che invidio la strada che si è appena aperta davanti a te. Credi a qualcuno che lo sa. I più fantastici chilometri sono tutti davanti a te. J'étais trop courageuse ou inconsciente ou casse-cou, quelle que soit la définition, ce que j'aimais, c'était foncer
toujours à fond. Maria Teresa de Filippis s'est éteinte à l'âge de 89 ans en 2016. Son héritage est immense, elle n'a pas été seulement la première, elle a été à l'époque certainement la plus courageuse, se battant non seulement contre le chronomètre, mais aussi contre tous les préjugés qu'elle pouvait recevoir, qui au final sont encore bien présents aujourd'hui. Elle a ouvert une porte si lourde qu'après son départ, il aura fallu attendre presque 17 ans avant qu'une autre femme, Leila Lombardi, prenne le départ d'un Grand Prix de Formule 1. Elle n'a pas seulement défié ses adversaires, elle a défié le monde entier et ses préjugés. À chaque fois qu'on raconte l'histoire d'une femme qui était dans le sport auto, vraiment ce qui en ressort le plus, c'est vraiment le courage qu'elles ont, la présence de non-peur. Elles n'ont vraiment pas peur à chaque fois. Qu'importe le sujet, que ça soit au niveau de la conduite, mais aussi face aux gens. Il suffit de chercher un peu et à chaque fois, ces femmes montrent vraiment un courage fou et une présence vraiment inspirante. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Normalement, cette vidéo sort quasiment à Noël ou en tout cas aux alentours des fêtes. Donc je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite de passer des bons moments. Nous, en tout cas, on se donne très vite rendez-vous pour une autre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker, ça aide beaucoup la chaîne. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye!